et à un État qui vit au-dessus de ses moyens. Notre pays s'enfonce dans une dette croissante qui compromet sérieusement notre capacité à assurer notre avenir sans dépendre de l'extérieur, nous rendant vulnérables face aux créanciers étrangers. Les analyses récentes de la Banque mondiale offrent des indicateurs éclairants sur cette situation. Entre 2012 et 2019, la Côte d'Ivoire a connu une croissance moyenne de 8%, ce qui est un progrès notable, malgré un ralentissement lors de la crise sanitaire liée à la Covid, qui a été de courte durée avec une reprise rapide de la croissance. Les investissements du pays dans les infrastructures, telles que les routes, les écoles et les hôpitaux, constituent également des avancées notables. Cependant, la même étude souligne que notre système fiscal ne fonctionne pas efficacement. La collecte des impôts ne représente que 13% de notre richesse nationale et l'État pourrait en récolter 2 fois plus en améliorant la gestion fiscale. Cela relève l'existence de la corruption d'un grand nombre d'entreprises ou de citoyens bénéficiant d'exonérations injustifiées ou évitant tout simplement de payer les impôts. La dette publique devient aussi un fardeau lourd à supporter, représentant presque 60% du PIB, dont 80% est généré par les sociétés étrangères. Par ailleurs, une part importante des dépenses de l'État est consacrée au salaire, alors que les investissements dans les secteurs clés tels que l'éducation, la santé et l'aide aux plus démunis, près de 10 millions d'Ivoiriens vivant en dessous du seuil de pauvreté, restent insuffisants. Que proposent les experts? Ils proposent de simplifier et de rendre plus équitable le système fiscal, de réduire les dépenses inutiles. Nous en avons parlé avec les institutions budgétivores qui n'apportent strictement rien aux Ivoiriens. Investir davantage dans l'éducation, la santé et la solidarité. Renforcer la confiance entre l'État et les citoyens. D'où le concept de société de confiance. Juste un mot sur la dette. Il est clair que quand on explique la question de la dette, on prétend que ce sont des questions tellement techniques que les non-érudits en économie ne pourraient pas comprendre les subtilités. On a ainsi toujours berné les Ivoiriens. Effectivement, la Côte d'Ivoire est autour de 58 à 60% de son PIB par rapport à sa dette. Comparé aux normes de l'UEMOA, nous sommes encore dans la marge, puisque la limite, c'est 70%. Mais quelqu'un qui n'est pas économiste comme moi, mais qui est juriste, et qui a fait de l'économie politique, peut faire sa propre analyse. Et en tant que député à l'Assemblée nationale, je participe à la votation du budget. Et donc je prends le temps de regarder les grandes masses de dépenses du budget national. Et donc je réalise que le critère du ratio PIB-dette n'est pas le plus pertinent. Et que le critère le plus pertinent, c'est le rapport du service à la dette par rapport à nos fonds propres. Notre budget est autour de 15 000 milliards. Toutes nos recettes confondues, mises ensemble, nous sommes autour de 8 000 milliards. Donc nous avons un gap d'environ 7 000 milliards à conquérir à l'extérieur ou par d'autres moyens. Le service de la dette représente 5 400 milliards par an. C'est-à-dire ce que nous devons payer chaque année par rapport au stock global. Alors quand vous appliquez 5 400 milliards par rapport à nos fonds propres sur de 8 000 milliards, il nous reste combien? Il nous reste à peine 3 000 milliards pour faire face à des besoins. Chers amis, pour faire face à des besoins de 15 000 milliards,
Ça veut dire que nous sommes dans la zone rouge en termes de capacité sur nos fonds propres à rembourser nos dettes. Et c'est à ce niveau-là que cette situation nous interpelle tous. Et que nous disons, c'est vrai, aucun pays ne peut se développer sans un endettement, mais alors il faut mettre les bouchées doubles pour qu'à l'interne nous collections suffisamment de ressources pour faire face. Parce que si nous devons emprunter pour rembourser nos dettes, n'ont pas fait œuvre utile. Nos parents disent, on ne prend pas crédit pour rembourser crédit. Donc, il faut que nous maximisions nos ressources propres pour pouvoir faire face à notre endettement. Évidemment, investir dans les infrastructures qui sont utiles à la population. Ce n'est pas la dette qui pose problème, c'est son utilisation qui peut poser problème. Chers compatriotes, ce petit cours d'économie fait, on va avancer dans notre propos. Chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, face à ce tableau et les menaces qui arrivent, nous devons agir en renforçant la confiance fondamentale entre nos citoyens, entre eux et nos acteurs publics, ainsi qu'avec les institutions de la République. Telle est la noble mission que ADCI s'assigne, ériger une société fondée sur la confiance, à la fois entre les hommes, les institutions et l'avenir commun. Il est impossible d'élever une nation et d'œuvrer efficacement pour le bien-être de son peuple sans établir une société de confiance, capable d'identifier avec clarté ce qu'il convient de poursuivre ou d'abandonner. C'est à cette condition que la Côte d'Ivoire pourra se hisser vers la grandeur. Notre objectif est de transformer en profondeur notre pays en opérant des réformes majeures, audacieuses, qui feront date. Nous voulons rassembler tous les Ivoiriens autour de la terre, en chassant une fois pour toutes le tribalisme, source de division et de privatisation de l'État. L'unité nationale doit devenir notre fer de lance, notre bouclier contre toute facture. À ce titre, nous déclarons la guerre sans relâche contre la corruption, sous tous ses formes. Notre nation est profondément enracinée dans son fléau. Il est vrai que, en matière d'avancée ou de perception de l'indice de corruption, le classement de transparence nous met en Côte d'Ivoire dans une position qui est positive, qui démontre que les efforts sont faits. Mais ces efforts-là sont liés aux réformes administratives. La création de la haute autorité de la bonne gouvernance, par exemple. La création de la Cour des comptes, la création du pôle pénal financier sont des outils qui, d'un point de vue juridique, sont des armes pour mener la lutte contre la corruption. Et donc le classement tient compte de cela seulement. Mais entre la mise en place des réformes administratives et le vécu et le ressenti au quotidien, il y a un gap. Et c'est à ce niveau-là que, comme on le dit souvent, le bas blesse. Les seuls progrès donc affichés sont liés à ces réformes administratives. Parce que la corruption continue de gangréner chaque secteur de notre société. À titre d'illustration, 70% des près de 2 millions de voitures qui roulent en Côte d'Ivoire ne font pas la visite technique. 70%. Les véhicules que vous voyez sur les routes reflètent 70% de ces véhicules ne font pas la visite technique. Et ça, c'est un rapport officiel de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui le dit, la commission d'évaluation des politiques publiques. Donc, près de 1 400 000 voitures roulent en Côte d'Ivoire sans faire de visite technique. Autant institut devant les forces de l'ordre contrôle. Comment cela peut s'expliquer? Autre illustration, un décret de 1992 signé par l'ancien gouvernement du monde PLCI sous le
Premier ministre à l'époque, notre président actuel, ce décret-là dit que l'utilisation du gaz butane comme carburant de voiture est strictement interdite. On va jusqu'à près de 1 million d'amendes et jusqu'à 1 an de prison. Pourtant, dans nos villes d'intérieur, et même un peu à Abidjan, les taxis roulent au gaz. Un décret, c'est-à-dire une norme juridique interdit que les véhicules roulent avec du gaz comme carburant. C'est une, entre guillemets, loi. Tout le monde voit qu'elle est violée au quotidien. Personne ne l'applique. Alors qu'ailleurs, promptement, on va appliquer la loi. Ce qui interroge sur notre rapport à la loi. ADCI a été créé pour prendre en main le destin de la nation ivoirienne. Afin de lutter résolument contre cette corruption rampante et le gaspillage volontaire des ressources publiques, une fois au pouvoir, demain, nous mettrons fin à l'impunité, qui est un sport national pratiqué dans notre pays vis-à-vis des fossoyeurs de notre économie. Nous poursuivrons tous ceux qui se sont abandonnés dans la corruption, même dans leur retraite. Pour qu'ils répondent de leurs actes devant une justice ferme, indépendante et exemplaire, avec des magistrats qui disent le droit sans crainte pour leur vie ou pour leur carrière. Avec ADCI au pouvoir demain, et je m'en vais vous donner quelques extraits de notre programme de gouvernement pour demain. Les déclarations de patrimoine des agents publics ne seront plus sous le sceau de la confidentialité. Tous les biens de ceux qui gèrent les caisses de l'État seront affichés sur un site public qui appartient au gouvernement, pour que chaque Ivoirien puisse aller les vérifier. J'ai déclaré mes biens devant la haute autorité de la bonne gouvernance. Quand j'ai fini de déclarer les biens, on m'a remis la copie de mes biens déclarés dans une enveloppe scellée. Et on m'a dit que je ne pourrais l'ouvrir qu'à la fin de mon mandat. Donc, ni mes enfants, ni mon épouse, ni mes camarades ne savent ce que j'ai déclaré comme bien et détenu par la haute autorité de la bonne gouvernance. Il suffirait qu'il y ait un incendie à la haute autorité pour que tous mes biens déclarés disparaissent et que finalement, à la fin, je présente d'autres biens comme étant des biens qui ne m'appartiennent pas. Il faut de la transparence de ce qui se passe. Il faut du public. Sinon, quel est l'intérêt de déclarer des biens si c'est confidentiel? En France, tous les biens des ministres et des secrétaires de l'État sont affichés sur le site du gouvernement. On sait combien chacun a dans son compte, quel taille il a, quel numéro il a tout est public. Parce que nous gérons des fonds publics et nous avons obligation de faire preuve de transparence absolue. En matière de sécurité, notre priorité sera de poursuivre et d'amplifier les réformes engagées. Tout n'est pas forcément négatif quand un régime est en place. Il y a des choses positives qui sont faites, qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. C'est ce qui fait la grandeur de l'acteur politique. Tout n'est pas que négatif. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et c'est là que rentre l'action, l'acteur politique qui recherche le pouvoir d'État.
Nous bâtirons une armée républicaine, imprégnée des valeurs humaines et dévouée au service de l'ensemble du peuple ivoirien, et non une armée au service d'un clan ou d'intérêts particuliers. Notre ambition est que notre armée ivoirienne devienne l'une des plus équipées et des plus professionnelles en Afrique. Une armée apte à dissuader toute forme d'ennemi, y compris les menaces de criminalité nouvelles. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Elle deviendra un plus grand pays dans les années qui viennent. Et un grand pays a besoin d'une armée puissante, dotée des armes parmi les plus modernes pour protéger son territoire et sa souveraineté. Je suis là en train de vous dégrainer quelques extraits du programme de gouvernement que nous avons écrit, tiré du projet de société de la DCI. Quelques extraits. Concernant la communication, Charles Goudé qui a fait de la communication, il sait à quoi renvoie ce mot. Concernant la communication et l'accès à une information fiable et crédible, nous ferons de la RTI un véritable service public. Nous ferons de la RTI un média de service public. Elle passera du statut de média d'État au statut de média de service public. Reflétant la pluralité des opinions et les valeurs fondamentales de la nation, elle ne sera plus un outil de propagande au service des pouvoirs, mais un média d'intérêt général accessible à chaque citoyen, car tous paient la redevance. Sur le plan de la gestion des ressources humaines, il sera mis un terme à toute prolongation ou favoritisme en faveur des agents publics ayant atteint l'âge de départ à la retraite, hormis dans certains secteurs clés tels que l'éducation ou la santé. Les jeunes compétents, en attendant d'avoir les chances, doivent prendre leur place dans l'administration nationale. Les préfets sont à la retraite depuis 3 ans, pendant que les secrétaires généraux de préfecture attendent d'être nommés préfets depuis 10 ans. Et on ne fait que prolonger indéfiniment l'âge de départ à la retraite de ces préfets. Sous la DCI, l'âge arrive, vous rentrez chez vous. En matière de diplomatie, c'est un extrait, nous réformerons en profondeur la nomination des ambassadeurs pour garantir que la Côte d'Ivoire soit représentée par des professionnels formés, à l'écart des récompenses ou des nominations refuges. Notre rayonnement international doit reposer sur la compétence et le mérite de nos diplomates pour assurer la dignité de notre pays sur la scène mondiale. Nous avons des diplomates formés qui rongent leurs frais dans nos chancelleries, pendant que depuis des années, on ne nous fait que nommer des acteurs politiques à titre exceptionnel dans nos chancelleries, alors qu'ils ne connaissent pas grand-chose à la diplomatie. Nous tenons à l'image de notre pays à l'extérieur. Sur la question foncière, ADCI œuvrera à prévenir la crise majeure qui se profile à l'horizon. Nous prendrons la décision d'instaurer un moratoire de 2 à 3 ans sur toutes les terres, sur toutes les ventes de terres, rurales comme urbaines, suivi d'un audit exhaustif de toutes les acquisitions de superficie importantes, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. L'audit organisationnel et financier du ministère de la Construction
avec la participation des témoins et acteurs concernés. Au terme de ce moratoire, nous créerons un tribunal spécial composé de magistrats formés à cet effet, capables de statuer rapidement sur les affaires foncières et immobilières. Le but, mettre fin à la criminalité foncière, à la mafia et aux abus, en assurant une justice rapide et équitable. N'importe qui ne pourra plus jamais avoir accès à nos terres. La terre ivoirienne est pour les enfants d'Ivoire, pas d'Ivoire. La terre ivoirienne appartient aux enfants de Côte d'Ivoire. En matière de transport, nous nous engageons à renforcer et à structurer de manière résolue le développement des transports publics, pilier essentiel du développement économique des pays. Concernant l'importation de véhicules d'occasion, nous abrogerons le décret de 2018. Nous abrogerons le décret de 2018 qui limite à 5 ans l'âge des véhicules de tourisme importés dans notre pays. Nous porterons cet âge à 8 ans afin de soutenir nos acteurs ivoiriens. Dûment éprouvés par nos acteurs ivoiriens, dûment éprouvés par les multinationales de ce secteur dont l'enrichissement s'est considérablement accru depuis la prise de ce décret. Pendant que, dans le même temps, les Ivoiriens de ce secteur ont tout perdu ou ont du mal à tenir, sauf à tremper dans les trafics de tout genre. C'est un rapport officiel de l'Assemblée nationale qui dit cela. Il dit que c'est la commission d'évaluation des politiques publiques qui a fait ce rapport-là, une commission d'enquête, qui a conclu que le décret de 2018 a eu des conséquences graves. Elle a fait perdre aux Ivoiriens dans le secteur 48 milliards en 3 ans. Elle a fait fuir les Ivoiriens de ce secteur. Ils ont tout perdu. Dans le même temps, les multinationales ont multiplié par 2 les chiffres d'affaires. Et donc, l'Assemblée nationale a fait une recommandation au gouvernement de relever l'âge à au moins 7 ans pour équilibrer et permettre aux Ivoiriens de continuer dans ce secteur. Cette recommandation, depuis 3 ans, n'a pas eu de suite. Nous réformerons également la procédure des visites techniques. Aucun véhicule ne circulera sur nos routes sans avoir subi dans des conditions strictes et de façon régulière une visite technique rigoureuse garantissant la sécurité de tous. La mise en œuvre de cette mesure, rapportera entre 80 et 150 milliards par an aux caisses de l'État. Vous voyez qu'il y a des niches où on peut trouver de l'argent. Il suffit de le vouloir. Si dès lundi prochain, un décret sort pour dire on ne veut plus voir de véhicules sans visite sur les routes, en un mois on a 1500 milliards. Oui. Voilà. De même, nous engagerons une réforme profonde de la procédure d'obtention des permis de conduire, afin d'assurer que la responsabilité et la compétence soient au cœur de ce processus. Toujours sur le segment transport, nous lancerons les études pour la réalisation d'un train moderne à vitesse intermédiaire reliant le nord et le sud du pays. Oui, quel que soit le coût de ce projet, nous le réaliserons. Si le temps ne nous permet pas son achèvement dans notre mandat futur, les générations futures le réaliseront. Parce que
notre destin exige que nous rêvions grand pour la Côte d'Ivoire. S'il faut engloutir 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 milliards pour que quelqu'un puisse quitter Korogo ou Odjele pour aller travailler à 10h et revenir le soir, la Côte d'Ivoire peut faire cela. D'autres pays ont été confrontés à cela, ils ont pris la décision, ils ont investi les moyens et aujourd'hui, leur pays est complètement désenclavé. Et ces projets ont été intégralement rentabilisés. Donc, nous pensons à cela fortement et nous le réaliserons. En matière d'éducation, nous entreprendrons une réforme profonde de nos systèmes, en plein effondrement avec les élèves en terminale dont le niveau réel de beaucoup parmi eux correspond à celui de la classe de 3e ou de 4e. C'est vrai, un gros effort a été fait. L'État a construit des milliers de classes. Et ça, c'est à saluer. Mais dans les bâtiments, se trouve l'avenir du pays. Et donc, ce qui importe, c'est comment nos enfants sortent de ces bâtiments. Si les enfants en 6e, à 60%, selon un rapport officiel, ne savent ni lire ni calculer. C'est une préoccupation majeure. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans assigner une mission très claire à son système éducatif. Notre mission à nous sera claire. Elle sera de briser ce malheur afin de redonner à l'éducation sa noblesse, sa dignité et sa finalité. Pour le développement de notre pays, nous ferons un choix stratégique clair. Ou c'est ça, ou on ne se développe pas. Ce choix-là, ce sera l'innovation, la technologie et les sciences dures que nous bâtirons notre avenir. Nous investirons massivement dans ces secteurs en priorité afin de porter notre développement et notre prospérité. Comment se fait-il que 60 ans plus tard, après l'indépendance, on n'ait pas été capable d'avoir formé des ressources humaines capables d'aller rechercher dans le sol notre or. Et qu'on soit toujours obligé de sous-traiter notre bien. Eh bien, il faut répondre à cette question maintenant. Les ingénieurs de haut niveau de compétences et dans tous les domaines stratégiques, nous devons en former des centaines, voire des milliers chaque année pour enrayer le malheur qui pointe à l'horizon d'un pays sous-développé qui, dans 5 années ou dans 10 ans, comme l'a dit récemment le professeur Salih Touré, pourrait ne plus avoir ni de professeur de maths, ni d'ingénieur. C'est un immense échec. J'ai rencontré monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur il y a 2 semaines, le professeur Diawara. Et c'est lui qui m'a appris qu'en 2024, il avait lancé le recrutement de 34 assistants en mathématiques dans nos universités. Ce n'est pas concours, hein. Venez travailler. Il n'a eu que 4 candidats. Sur 37 postes disponibles pour la physique, il n'a eu que 7. Et aujourd'hui, des enfants de Côte d'Ivoire font la 6e à la 3e sans avoir rencontré un seul jour un professeur de mathématiques. Mais quel est le pays que nous sommes en train de bâtir? Nous construisons des ponts, ce qui est une bonne chose. Mais qui va entretenir ces ponts-là demain? Et c'est le professeur qui m'apprend que
De 2015 à 2024, la Côte d'Ivoire a fait partir à Polytechnique France 54 étudiants, dont beaucoup ont bénéficié d'une bourse, donc formés chèrement par nos dépôts. Sur les 54 qui ont été diplômés dans des filières de haute technologie, un seul est revenu au pays. J'ai rencontré il y a 2 semaines à Paris, un jeune de 33 ans qui a fait Polytechnique aussi en France et qui a été recruté dans une filière de nucléaire par Safran. Je lui ai dit, cher ami, quand on prendra le pouvoir, même si on te paye 20 millions par mois, tu vas revenir au pays. C'est un choix de développement. C'est un choix. J'arrive de Chine, où nous sommes allés en immersion sur le modèle chinois. Ils nous ont monté un tableau à l'université de Nanchang. Et le professeur nous expliquait que, voilà, en 90, votre pays, la Côte d'Ivoire, était devant notre pays, la Chine. Ah oui, demandez au maire avec qui on était là-bas, pour témoigner. Le professeur a dit, en 90, la Côte d'Ivoire, et voilà les chiffres, était devant la Chine. Chers amis, 35 ans plus tard, entre la Chine et la Côte d'Ivoire, il y a 500 ans. On leur a posé la question, mais comment vous avez fait? Ils disent, on a pris la décision. On a pris la décision que nous voulons nous développer. On a identifié les secteurs dans lesquels on pouvait investir pour nous développer. Et nous avons investi. La Chine produit aujourd'hui plusieurs millions d'ingénieurs par an. Et ils nous ont dit, nous avons décidé que aucune société étrangère ne vienne faire un travail de technologie en Chine. Nous, on a construit un pont à Auban ici, à un niveau. Et ils ont construit là-bas R+3, 4, 5, 6, 7 par les enfants chinois. Donc, ils ont investi massivement dans la technologie. Et cela aboutit aux résultats que nous avons. En Côte d'Ivoire, nous formons chaque année 400 000 nouveaux diplômés dans des filières totalement en divorce avec le marché. Et sur les 400 000, l'État ne peut recruter tout confondu que 15 000. Donc 385 000 doivent aller se débrouiller ailleurs. Bien. Aujourd'hui, notre pays a manqué, comme toute l'Afrique d'ailleurs, la révolution industrielle. Mais elle ne doit pas, notre pays ne doit pas manquer l'ère de l'intelligence artificielle. La Côte d'Ivoire doit s'y engager résolument. Et je souhaite citer à ce propos une lettre qu'un jeune Ivoirien m'a envoyée il y a 48 heures. Et qui parle d'intelligence artificielle. Il dit, aujourd'hui, une nouvelle révolution est en marche. Elle ne se joue pas dans les usines, mais dans les cerveaux. Elle ne se mesure pas en tonnes de métal, mais en ligne de code. C'est l'intelligence artificielle. Plein de citations. ADCI prévoit de mettre en œuvre un ambitieux plan national de l'intelligence artificielle, auquel nous consacrerons tous les efforts et ressources en intégrant cette évolution dans nos programmes scolaires et universitaires. À l'école primaire, nous mettrons fin au recrutement des enseignants de niveau 3e. Les enfants sont en terminale dans le niveau 3e. Ceux qui sont en 3e pour le niveau 6e, et ils vont donner des cours et tenter d'allumer la lumière dans les esprits de nos enfants. Et aujourd'hui, il y a des écoles en Côte d'Ivoire, et j'en parle souvent des enseignants, où les enseignants eux-mêmes refusent que leurs enfants soient dans cette classe-là. Parce qu'ils connaissent leurs collègues qui sont là-bas. C'est une vérité. C'est la vérité.
nous a envoyé à Fikro, et j'ai fait comme j'ai fait un témoignage. On nous a envoyé à Fikro il y a 4 ans cela, dans mon village, un enseignant dont on m'a dit qu'il était malentendant. Ça dit qu'il n'entendait pas. Et donc moi, en tant que président de la mutuelle, les parents m'ont informé. Dit, ah, président, on a un enseignant ici qui est malentendant. Quand les enfants parlent, ils ne comprennent pas ce que les enfants disent. Et que nous, on n'est pas d'accord avec ça. Comme moi, je ne prends jamais de position sans vérifier, eh bien, un week-end, je suis allé au village. Et le lundi matin, il me dit pointer dans l'école. La classe en question. Pour aller saluer le maître. Il arrive, il le salue. Il me regarde. Bonjour monsieur. Il me regarde. En fait, le gars n'entendait rien. Chers amis, comment il a pu passer les passerelles? Comment ceux qui l'ont auditionné au CAFOP, au test technique, comment il ne va pas se rendre compte que cet matériel n'était pas apte à aller faire cours dans ce domaine-là? Il doit aller peut-être dans une formation spécialisée. Mais il s'est retrouvé dans une classe d'enfants enseignement public général. Moi j'ai appelé l'inspecteur pour dire, venez prendre votre gars là. Et ils l'ont enlevé là-bas. Ça fait rire, mais c'est tragique. Ça démontre à quel niveau notre pays s'est affaissé moralement. Combien de fois la corruption et l'argent ont gangréné le système? Chacun devrait y méditer. Imaginez qu'on l'ait laissé enseigner nos enfants pendant 1 an. Vous imaginez les ravages de leur esprit. Irrécupérable. Sur le front de l'entrepreneuriat, et nous partons vers la fin de ce discours, je suis tellement content de vous voir que je vais rallonger un peu mon discours. Je voulais noter que nous avons invité tous les partis politiques. Tous les partis politiques ont été invités à cette rencontre citoyenne. Nous voulons remercier tous ceux qui ont répondu favorablement à cette invitation. On peut faire des palabres, mais il y a la citoyenneté, il y a la convivialité, il y a la fraternité. Après, on peut faire les palabres, mais le pays est un. Sur le front de l'entrepreneuriat et de la création de champions nationaux, nous passerons des paroles aux actes. Nous établirons des zones économiques exclusivement réservées aux Ivoiriens. Là-dessus, nous, on n'a aucun complexe. On ne peut pas créer de champions nationaux si vous ne créez pas des zones économiques exclusives pour les nationaux. Le Nigeria l'a fait, le Ghana l'a fait. Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne puisse pas en faire autant. Et donc nous le ferons. Il y a des secteurs où on dira, c'est pour les Ivoiriens. Ouais. Et là-dessus, on n'a aucun complexe. Voilà. Notre défi est de reconquérir entre 30 et 50% de notre économie en une décennie. En ce qui concerne la pêche, notre pays vient de signer une convention avec l'Union européenne. Il faut lire la convention pour comprendre les subtilités à l'intérieur. En réalité, il y a un côté qui est avantageux. C'est-à-dire que
le poisson qu'ils viennent pêcher dans nos eaux souveraines, là, la Convention dit qu'ils doivent le transformer obligatoirement dans nos usines au port. Ils doivent le conditionner avant de le faire partir. Ça, c'est l'avantage. Parce que ça fait tourner notre industrie et donc ça alimente notre secteur. Mais là où il y a le gros problème, c'est que d'un point de vue économique, le contrat est dramatiquement déséquilibré. Un kilogramme de thon transformé coûte autour de 20 euros. 20 euros, ça fait combien? Autour de 13 000 francs. Et dans la convention, ici, rapporté au tonnage, l'Union européenne le prend à 52 francs CFA. Et donc, en 4 ans, ils vont nous verser 2 milliards de francs CFA, pendant que transformer et rapporter chez eux, en 4 ans, c'est au bas mot 200 milliards de francs CFA qu'ils vont avoir. Et j'ai échangé avec des responsables du ministère qui reconnaissent qu'effectivement, ce contrat-là n'est pas favorable à la Côte d'Ivoire. Mais que la convention initiale signée en 2020 arrive à son terme en 2026 et donc l'État va aller mieux négocier. Nous, on ne veut pas aller négocier. Nous, on dit qu'on n'en veut pas. La Côte d'Ivoire est le premier port tonnier en Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire est le seul pays de la zone qui n'a pas son propre bateau. Le seul moyen de régler ce problème, c'est que la Côte d'Ivoire, avec la filière professionnelle qui est là, se dote de tonniers. Et que nous pêchions nous-mêmes le poisson pour faire baisser le coût. J'ai fait une enquête là-dessus il y a 6 mois, dont les résultats ont révélé que, en réalité, nous sommes entièrement dépendants du Ghana pour avoir du thon à consommer en Côte d'Ivoire. Oui, c'est les bateaux ghanéens qui viennent ici avec le thon, ils ont parfois 3 000 tonnes. Et les Ivoiriens vont négocier pour avoir 200. Oui, j'ai été témoin de négociations entre les Ivoiriens et les Ghanéens. Ils ont dit, on ne peut pas mettre un programme de plus. Priorité le Ghana. Ça veut dire payer pour vous. Et donc, toutes ces questions-là, nous allons rétablir nos souverainetés et nous allons organiser la filière traditionnelle. Vous voyez que tous nos eaux dans nos villages, les pêcheurs ne sont pas ivoiriens à 90%. Ce sont nos frères de la CEDEAO qui ont très bien compris que c'est un secteur qui vaut de l'or. La carpe que nous mangeons ici, on appelle carpe chinois, les Chinois sont venus la pêcher ici à Abidjan. Ils sont allés la transformer en Chine et aujourd'hui, ils la vendent à travers le monde entier. Et nous-mêmes, Ivoiriens, on importe ça. La team, on vient d'écouter la sortie d'Antoine Assalé Tchimoko, celui-là qui a une politique qui fait la priorité aux Ivoiriens. Et c'est une très bonne chose. Il est toujours dit, vous ne pouvez pas venir faire la politique dans un pays. Vous voulez être président de la République. Et quand vous dites que la priorité sera vos citoyens, vous trouvez des gens qui ne sont pas contents. Vous trouvez des gens qui vous traitent de xénophobes. Non. Pensez à ces citoyens d'abord, c'est la première des choses qu'un président doit faire. Parce que quand tu es élu par ton peuple et tu dois penser à ton peuple. Et beaucoup de personnes n'aiment pas ce monsieur parce qu'il pense à son peuple. Et moi, il dit que ce n'est pas normal. Et il apporte son soutien à l'opposition. L'opposition qui demande un dialogue. L'opposition qui demande un dialogue à M. Alassane Dramane Ouattara. L'opposition qui est composée du président Laurent Gbagbo, de Tidjane Thiam, de Soro Guillaume et de Charles Blé Goudé. Cette opposition-là, n'est-ce pas, radiée de la liste électorale, appelle à un dialogue, mais elle ne veut pas boycotter les élections présidentielles. L'opposition ne boycottera pas les élections présidentielles, ça il faut le dire au maire Antoine Assalé Tchimoko. Mais l'opposition imposera à Alassane Dramane Ouattara de descendre sur la table de négociation.
ou en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas élection. Ça, c'est clair, net et précis. C'est ce qui est prévu. Donc, soit Alassane Ouattara règle le problème pour qu'on va aux élections inclusives maintenant, soit il sera obligé de régler le problème très tard et on sera obligé de renvoyer les élections à quelques mois après. Mais dès l'instant où on renvoie les élections à quelques mois après, M. Ouattara, lui, selon la Constitution, ne sera plus président de la République. Et par conséquent, il va donc voir la marée humaine qui va le destituer de manière légale. Parce que dès l'instant où il perdra la légalité, et comme on sait déjà qu'il n'a pas de légitimité, il tombera lui-même comme un fruit mûr. Voilà, c'est ce qui va se passer. Donc l'opposition ne va pas boycotter les élections. Comme le maire a dit, en 2020, il y a des gens qui étaient dans l'opposition. Et ces gens dans l'opposition ont tout fait pour que l'opposition boycotte les élections. Mais tous ceux qui ont fait ça hier, nous savons où ils sont aujourd'hui. Ces gens qui ont tout fait hier pour que l'opposition boycotte les élections, aujourd'hui ces gens sont où? Ils sont tous retournés au RHDP. Il y avait les Mabouitouakes, il y avait les Amontano. Ils sont nombreux qui étaient là. Hein, et aujourd'hui ils sont où? Ils sont tous au RHDP. Même Pascal Affi-N'Guessan, à un moment donné, a signé des accords pour faire une alliance avec le RHDP. Aujourd'hui, il revient avec de bons discours, on est content, on est fier de tout ce qu'il dit. Mais est-ce que ce Pascal Affi-N'Guessan là est vraiment sincère dans sa démarche? C'est souvent après les élections qu'on se rend compte de qui était avec vous et de qui n'était pas avec vous. Donc la team, soyez serein, soyez posés, soyez tranquilles. Les élections, il y aura. L'opposition ne boycottera pas les élections, mais l'opposition n'acceptera pas tout et n'importe quoi. On n'ira pas aux élections avec une CEI qui est verrouillée. On n'ira pas aux élections avec les représentants de la CEI qui sont verrouillés. Aujourd'hui, il n'y a plus des opposants dans la CEI. Il y a tout simplement le RHDP et la CEI. Donc de ce fait-là déjà, il ne peut pas avoir d'élection. Donc c'est clair, net et précis. Personne ne boycottera les élections, mais on imposera à Alassane Ouattara d'organiser des élections transparentes, apaisées, inclusives et justes. C'est tout. Il sera dans l'obligation. Et donc, certains opposants qui sont fiers de voir qu'on élimine le président Barbeau, le président Tidjane Thiam, le président Soro Blé Boudé, parce qu'ils se disent que quand eux ils seront éliminés, on va voler leurs militants pour qu'ils nous soutiennent. Alors vous faites semblant de ne pas comprendre réellement l'appel. Parce que oui, il faut le dire, il y a des opposants qui sont heureux de voir que le président Barbeau et Tidjane Thiam soient éliminés. Parce qu'ils pensent que quand ceux-ci seront éliminés, eux ils auront une chance de gagner. Non, 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 non. Nous, on ira avec nos leaders. On ira, vous avez vu le PDC aujourd'hui. Ils ont fait une marée verte et blanche aujourd'hui sur Abidjan. Contrairement à ce que le RHDP a fait à Paris, c'était un poteau. Ils ont payé des étrangers pour pouvoir aller constituer leurs militants. C'est clair, net et précis. Je vais vous envoyer des images avec des preuves à l'appui. La team, dites-moi ce que vous pensez pour la sortie du maire Antoine Asselé Tchimoko. Et on se voit pour une autre vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon samedi.